Auditeurs et auditrices de Radio Djena, bonjour et bienvenue sur votre radio dans cette émission spéciale consacrée à la migration. Vous le savez, depuis quelque temps, ce mot revient, la situation des migrants ou bien des personnes qui veulent migrer vers d'autres pays, comment elles arrivent à parvenir ou bien quels sont les problèmes qu'elles rencontrent sur le terrain. Et c'est à ce niveau, il y a parfois des personnes qui ne prennent pas les voies légales, qui décident de se déplacer en passant par des voies illégales, c'est-à-dire la migration clandestine, et qui est une situation qui expose plusieurs Africains aujourd'hui à la traite, au viol, à la prostitution notamment. Aujourd'hui, on va en parler dans cette émission spéciale avec l'ONG Afrique Immigration Clandestine et Développement que nous recevons. Je suis Edwige Djiboli Apedo. Merci d'être fidèle à Radio Djena. L'hymne aux migrants pour vous accueillir dans cette émission spéciale. Nous recevons aujourd'hui Kondo Nadjombe Arnaud. Il est chargé de communication de l'ONG Afrique Immigration Clandestine et Développement. Bonjour monsieur. Bonjour et merci de nous avoir reçus sur ce plateau. Merci d'avoir accepté notre invitation. Heureuse année, parce que c'est le dernier jour de l'an 2021. Également dans ce studio, comme Romain Glé, il est consultant. Bonjour. Bonjour Edwige. Comment vous allez? Je vais bien par la grâce de Dieu. D'accord. Merci d'accepter notre compagnie autour de votre précieux plateau. C'est un plaisir de vous recevoir et de parler de cette thématique qui nous concerne tous. Alors, parlez-nous tout d'abord de l'ONG Afrique Immigration Clandestine et Développement. L'ONG est née comment et quand et quels sont les objectifs de cette organisation? Et l'ONG Afrique Immigration Clandestine et Développement a été mise en place en 2007 plutôt, et par le président du conseil d'administration de cette ONG, et après par M. Mondi Samuel, que nous saluons au passage. Et nous intervenons plus précisément dans les domaines de la migration, c'est-à-dire surtout la migration clandestine. C'est un phénomène qui nous tient à cœur parce que ce phénomène constitue un véritable fléau qui ne touche pas seulement les autres pays, mais aussi le Togo. Donc c'est pour ça que l'ONG est spécialisée dans cette thématique. Mais nous intervenons aussi dans d'autres domaines, c'est-à-dire la réinsertion des jeunes, et dans l'agriculture, l'élevage et la pêche. La pêche, nous avons déjà eu des activités concernant cette thématique aussi. Et donc, notre principale cible, ou bien notre principale activité, c'est de lutter contre la migration clandestine. D'accord. Alors, qu'est-ce qui a poussé à se dire, quel est le constat sur le terrain? On sait que le constat est alarmant. On le sait, mais décider de mettre en place une telle organisation pour combattre ce phénomène-là, le déclic est venu d'où, ou bien il y a eu une expérience? Oui, le déclic est venu de la manière dont on voyait qu'il n'y avait pas... C'est vrai que l'État a des structures en place pour lutter contre ce phénomène, mais il faudrait aussi que la société civile aussi participe. Donc c'est pour cette raison que le président du conseil d'administration a mis en place cette ONG pour aider aussi l'État dans cette lutte. Alors, monsieur le consultant, quand il parle, on sent qu'il y a un problème sur le terrain. Parlant de la migration clandestine, qu'est-ce qui peut pousser une personne à choisir cette voie dans vos recherches et tout? Ok, merci. Et plusieurs facteurs peuvent pousser une personne à choisir donc une telle voie. Entre autres, il faut préciser donc la méconnaissance des conséquences, des risques liés à ce phénomène. Parce que quelle que soit l'ambition, donc quel que soit donc les objectifs qui semblent être disons normaux, donc quels que soient ces objectifs, il faut nécessairement souligner que c'est parce que l'on ignore souvent, les jeunes ignorent souvent les conséquences, les risques réels qui
se cachent derrière donc cette aventure. C'est pourquoi ils peuvent se livrer à ça. En dehors de ça, on ne peut pas manquer de citer par exemple le taux de chômage ou grandissant. Oui, le taux de sous-emploi, vous voyez, et le problème notamment d'accès à l'emploi, donc bref, une situation donc de paupérisation qui devient de plus en plus grandissante, donc exacerbée ces derniers temps avec le contexte de crise Covid et la vie chère, pour ne citer que cela. Mais il faut quand même souligner, c'est important, c'est très important de le dire, que ces dernières années, l'État, le gouvernement a fait des efforts en matière, donc notamment de la mise en place des mécanismes d'accompagnement des jeunes et dans la promotion d'auto-emploi. Donc, il y a pas mal d'initiatives, il y a des agences qui ont été créées. Et je voudrais citer par là la NVT, l'agence un peu à travers le programme Aide qui permettent donc de guider, qui n'est pas suffisant de en fait, promouvoir qui ne pas tous les jeunes. l'employabilité, de guider les premiers pas donc des jeunes diplômés en termes d'accès à l'emploi. Et sans parler des autres programmes économiques comme sociaux comme le PRADEB, le PAE, GSP. Donc il y a plein de programmes qui sont mis en place, mais qui ne couvrent pas tous les jeunes, ce qui envoie maintenant pousse les jeunes à aller chercher. Est-ce que cela et tous ces efforts faits par le gouvernement donc, arrivent à impacter réellement positivement la situation? Ça laisse à discuter, ça donne matière à discuter. Et quand on peut parle revenir sur ce débat. Et quand on parle de migration, qu'est-ce qu'on met là-dedans? Migration illégale, qu'est-ce qu'on met là-dedans? Et la migration illégale, on met là-dedans celui qui ne prend pas la voie légale. C'est-à-dire, pour voyager, il faudrait au préalable remplir certaines conditions. D'accord. Est-ce que vous remplissez les conditions pour voyager, le visa, le passeport, ainsi de suite? Est-ce que vous prenez les voies légales? C'est ça. Donc, dans cette migration illégale, on peut prendre différentes voies. Il y a les voies terrestres, les voies maritimes, et la plupart du temps, c'est difficile de voir les gens qui prennent les voies aériennes voyager illégalement. C'est un peu compliqué. C'est difficile de oui, c'est difficile. Cela, Et dans ces migrations illégales-là, la plupart du temps, c'est les voies terrestres ou bien les voies maritimes-là que les gens prennent. Parce que vous savez que les frontières africaines sont poreuses. Et c'est par là que nos frères, nos sœurs prennent cette voie-là pour sortir du pays et aller vers un autre pays, une autre destination. Ou bien un autre continent. Alors, quand on prend ces voies-là, ces voies illégales, qu'est-ce qu'on rencontre sur la route? Il faut dire que la plupart de ces migrants illégaux, quand ils décident de partir, ils prennent beaucoup de temps. Parfois, ça peut prendre 1, 2, 3 ans. Pour arriver à destination finale. Donc, on prend 1, 2, 3 ans pour arriver peut-être en France. Il y en a par exemple, ils décident, c'est un exemple que je donne, ils décident de quitter le Togo. Ils prennent la voie, ils passent par le Bénin. Après le Bénin, ils peuvent s'installer. Après, ils prennent le Nigeria. Le Nigeria, ainsi de suite. C'est quelque chose que certaines établissent. Mais est-ce que, après avoir mis en place, est-ce que c'est parfois, tu te dis que le temps que tu prends pour prendre ces voies illégales-là, est-ce que tu ne peux pas construire un projet de voyage? Donc, c'est ça, ils prennent la voie là. Parfois, des gens passent par le Niger, ainsi de suite. Et vous savez que le Niger, c'est à 70-50% recouvert de désert. Et vous savez comment est-ce que ces gens sont traités dans ce désert. Et je passe mon temps à donner cet exemple parce que je crois que ça attire l'attention de ceux qui ont l'idée là de voyager illégalement. Je suivais un documentaire sur France 2 et il y a un Malien qui racontait, il était arrivé en Égypte. Il a pris ses voies là, il est passé par le désert jusqu'à ce que... surtout le Sahara qu'on connaît là. C'est ça. Et il est arrivé en Égypte. En Égypte, il était à court de ressources financières.
parce que les ressources qu'il avait en sa possession, c'était fini. Et il faut payer les passeurs, il faut payer les transporteurs, le transport, ainsi de suite. Il faut manger, il faut survivre. Il faut survivre. Et là, arrivé en Égypte, il était à court de ressources financières. Et c'est là, les pasteurs lui ont proposé de donner un de ses reins pour sauver quelqu'un d'autre. Parce qu'il y a la vente d'organes également. Il y a la vente d'organes. C'est à ça ils sont exposés, il faut le dire. Et c'est là, il n'avait pas le choix, parce qu'il a déjà commencé le voyage, comment retourner. Donc c'est là, il est passé sur la table des opérations, on l'a opéré, on a enlevé un de ses reins, quand on sait qu'avec un seul rein, on peut vivre aussi. Et à un moment donné, quand l'anesthésie est partie, il se retrouve au milieu d'un désert. Il ne se retrouve plus. Et c'est là il se rend compte qu'effectivement, on l'a vraiment dupé. Oui. Non seulement il se retrouve avec un seul rein, mais dans le désert. Dans le désert. Donc il faut dire ça. Ces gens-là qui prennent les voies illégales là, sont exposés à d'énormes risques. Donc notre frère malien là, qui est resté dans le désert, mais n'a plus d'autre choix que, c'est pas, de subir ses conséquences. Donc c'est ça. Il y a d'énormes risques qui rentrent en jeu. Qui rentrent en jeu. Et parfois, ces trucs-là, c'est parce que les médias l'ont montré. Sinon, on ne savait pas que... il y a des situations aussi comme ça. Illégales. Alors, au-delà de ce il vient de dire, la vente d'organes, quels sont les autres risques qu'on rencontre quand on décide d'aller illégalement, de quitter son pays, d'aller vers un autre pays ou un continent illégalement? Les risques, comme il vient de le souligner, sont divers, sont nombreux et peuvent être facilement assimilés en même temps aux conséquences. Ouais. Donc, des services corporels, c'est des gens qui font l'objet de privation de tout genre. C'est de traitements dégradants, inhumains et dégradants, de la torture. Oui, donc ils sont privés de tous leurs droits et on leur retire, une fois arrivés sur place, on leur retire tous leurs papiers. Donc tous les papiers, ils n'ont plus le droit de sortir. Maintenant, si tu veux forcer ceux-là ou celles qui veulent y résister, donc le font à leur risque et péril. Et les maladies, notamment les maladies sexuellement transmissibles, parce que pour la plupart des filles, donc selon les témoignages, les informations, les recherches, il y a les viols. Et pour les abus sexuels, il y a la prostitution aussi. Il y a une ou deux filles qui avaient témoigné entre-temps qu'il recevait des hommes par jour, en moyenne une dizaine. Une seule fille qui se couche avec 10 hommes par jour. C'est trop. Pendant combien de temps? Et les retombées, notamment financières, ne vont pas directement dans ses mains. Elles n'en sont pas plutôt bénéficiaires. Celui qui gère les choses. Elles deviennent complètement des esclaves. Vous voyez, c'est vraiment inhumain. Et à ce siècle-ci contemporain, donc on ne peut plus normalement vivre des situations comme ça en Afrique, étant donné que l'Afrique a déjà trop souffert avec l'esclavage. Ce n'est pas aujourd'hui où on va encore attendre parler donc, de la vente d'un être humain. C'est d'autres formes d'esclavage qui viennent aujourd'hui avec cette immigration. C'est pourquoi, pour terminer, c'est pourquoi l'OIM, l'Organisation internationale pour l'immigration, ça œuvre beaucoup pour défendre donc la dignité humaine, la dignité humaine et le bien-être des migrants. C'est par principe. Et vous voyez, l'AICD aujourd'hui fait sien donc de certains des principes de l'OIM et qui voudraient que la migration puisse, bien sûr, ordonnée, et la migration ordonnée humaine puisse profiter effectivement à la fois aux migrants, c'est-à-dire aux auteurs, mais aussi à la société. Ouais, c'est en quelque sorte de mettre de l'ordre pour que la migration soit légale. Et quand c'est légal, chacun ça, libre. Elle a forcément un lien avec le développement. On ne peut plus aujourd'hui, disons, occulter la migration du développement. Alors, est-ce qu'aujourd'hui les jeunes comprennent réellement ce qui se passe quand ils empruntent ces voies illégales?
En fait, il y a quelque chose, souvent, quand les jeunes sont décidés de faire quelque chose, Quelque chose qu'on dit. vous ne pouvez pas les dissuader. Il faut rappeler une chose. Même ceux qui prennent les voies légales pour voyager, la vie n'est pas facile pour eux. Oui. Il faut le dire. Parce qu'il faut aller se battre, il faut travailler. Il faut travailler. Toutefois, même si vous avez les papiers, il faut travailler. Il faut travailler. Et lors d'une conférence qu'on a faite au niveau de Socodé, dans le cadre de notre projet-là, et on était dans un institut supérieur privé, et c'est là, il y avait un Français, un enseignant français. Il nous avait assisté aussi. Et il disait, un jour, lui il se promenait dans la rue, et il rencontre un SDF sans domicile fixe. Et la plupart du temps, vous passez pour vous leur donner ce que vous avez. Vous avez tout ça là. Et il s'approche de la personne, il lui a donné une petite pièce. Et c'est là, il a commencé par échanger avec la personne. Et c'est là, il se rend compte que le sans domicile fixe là était en effet un ingénieur en aviation. Dans son pays. Dans son pays, en France. Un ingénieur en aviation. Dans son pays. Vous voyez. Donc, il faut dire aux jeunes, ce n'est pas parce que vous prenez la voie légale aussi que la vie est facile. Ça veut dire qu'il faut tout préparer avant de quitter. Il faut tout préparer. Vous quittez, mais imaginez, vous allez pour faire quoi? Vous qui ne prenez pas toutes les dispositions pour voyager, imaginez comment la vie serait pour vous. D'abord, le trajet, qui n'est pas facile. Et d'abord, le pays d'accueil. Comment est-ce qu'on traite les sans-papiers? Aujourd'hui, dans cette même conférence à Socodé aussi, le fondateur, lui là, il a fréquenté en France. Il nous disait que en Afrique, ou bien au Togo plus précisément, quoi qu'on dise, même si vous êtes là, quand ça ne va pas, vous avez un village où vous pouvez aller. Vous décidez de retourner dans votre village pour cultiver. Il y a la terre. Jamais. Mais en France, il n'y a pas ça. Il faut le dire qu'en France, c'est un exemple comme dans les autres pays. Comme dans les autres pays, il n'y a pas ça. Donc c'est ça, il disait aux jeunes, à ses étudiants, que c'est vrai. On n'interdit pas à quelqu'un de voyager. Ce n'est pas possible. C'est un droit, même l'OIM le reconnaît. Et quand on sait que la migration contribue énormément au produit intérieur brut d'un pays, et au Togo, ça se chiffre à des milliards. Donc on n'interdit pas aux gens de voyager, mais prenez la voie légale. D'accord. Alors, c'est parce que les gens ne prennent pas la voie légale, c'est parce que les gens ne comprennent pas ce qui se passe sur les routes, au niveau de la mer et tout, que vous avez décidé de mettre en place un projet. Alors, parlez-nous de ce projet que vous exécutez au niveau de Afrique, Immigration clandestine et développement. Et il faut dire que depuis 2 ans, nous sommes soutenus par la République fédérale d'Allemagne dans ce projet, que nous remercions au passage. Et le projet consiste à sensibiliser les étudiants sur les risques de l'immigration clandestine et leur donner les opportunités d'emploi ou bien les opportunités tout court sur place. Donc, le projet a consisté à faire des conférences à l'université de Lomé, à l'université de Cara. Et en 2019, ça. Et vu l'engouement et la réussite de ce projet, l'ambassade a voulu nous accompagner et l'étendre dans les instituts privés. Mais cette fois-ci, on l'a fait sous forme de causerie débat. Et vous savez que nous sommes dans un processus de développement participatif où il faut aussi faire participer les acteurs qui bénéficient d'un projet. Donc, nous avons eu à débattre. Les étudiants même ont parlé de ce qu'ils ressentaient. Et à côté de ça aussi, nous avons eu à faire des projections films sur les risques de l'immigration clandestine, ainsi de suite. Donc, sur le deuxième volet de ce projet, c'est de sensibiliser sur les médias. Donc, c'est la raison pour laquelle nous avons sollicité Dinas. D'accord. Donc, c'est pour ça que nous sommes là. D'accord. Pour sensibiliser. En fait, nous sommes dans un processus de prévention. De prévention. C'est-à-dire, vous donnez l'information. Vous donnez l'information. Pour changer les mentalités. Pour changer les mentalités. Pour dire que c'est vrai que tout le monde aspire au bonheur. Mais le bonheur aussi, on peut le trouver chez soi. Ce n'est pas forcément de voyager. Donc, c'est dans cette lancée-là que nous sommes. Alors, pourquoi la cible étudiant, précisément? Oui, mais permettez, la cible étudiante, parce que les expériences ou les caractéristiques donc des candidats qui déterminent donc les candidats à cette immigration qualifiée d'illégale, donc font état de ce que, vous voyez, deux facteurs
principaux déterminent donc ce phénomène, caractérisent ce phénomène où les auteurs qui, disons, ils sont impliqués, à savoir l'éducation, le niveau d'éducation, d'instruction et l'âge. Donc, le niveau d'éducation. Donc, les études ont prouvé que ceux-là qui ont un niveau élevé, notamment post et secondaire en matière d'éducation, donc se livrent au phénomène plus que ceux-là qui n'ont pas de niveau. Donc, les statistiques l'ont montré à hauteur de 62% contre moins de 30% pour les niveaux en deçà du secondaire. Voyez? Et l'âge aussi donc, est pareil, plus de 66% de jeunes donc, aspirent à migrer contre moins de 20%, 30-20% de personnes âgées. Et la plupart donc, de ces jeunes qui, disons, sont impliqués, se retrouveraient donc dans les deux universités, à savoir l'université de Lomé et celle de Kara. Certes, les deux universités publiques regorgent plus d'étudiants et à l'université de Lomé seule, on en dénombre plus de 60 000. Donc, c'est normal. Mais maintenant, à la première phase, il a été ressenti. Donc, les bénéficiaires, les cibles, même ont souhaité, au regard de la pertinence de la thématique, que le projet soit étendu donc, aux autres instituts supérieurs, les établissements scolaires privés. Universitaires privés. Oui. Donc, c'est la raison pour laquelle, pour cette phase, cette présente phase, donc, les actions sont étendues donc, aux autres instituts supérieurs privés. Voyez, maintenant, et pour me résumer, voyez, c'est les jeunes diplômés, parce que voyez, un jeune diplômé de surcroît a beaucoup d'attentes et a de l'ambition souvent, parce que c'est des gens curieux, voyez, c'est des gens qui, une fois les études terminées, donc, aspirent quand même à retrouver des meilleures conditions de vie. Et derrière, il y a plusieurs bouches, surtout que nous sommes en Afrique. Il y a les proches parents, il y a les parents, la famille, vous voyez, l'interne même, des fois. Et quand c'est comme ça, c'est normal que les jeunes aient de l'ambition, mais on ne peut pas avoir de l'ambition en voulant coûte que coûte sacrifier sa vie. Donc, c'est ce que nous voudrions faire en attirant leur attention sur les risques. Donc, je crois comprendre que la plupart méconnaissent ces risques et conséquences liées au phénomène, raison pour laquelle donc on n'interdit pas. La finalité de cette action n'est pas de décourager les jeunes. Voyez, le voyage doit être considéré comme n'importe quel projet et mérite d'être planifié. Quand on a un projet, on le planifie, on se donne les moyens nécessaires de le réaliser. Il suffit que les jeunes sachent que s'ils veulent aller en aventure, il faut quand même qu'ils prennent le temps, qu'ils remplissent les conditions nécessaires requises par les pays d'accueil pour qu'une fois arrivés, qu'ils puissent s'insérer facilement et faire en sorte qu'ils soient que ce projet, cette aventure leur soit bénéfique et au même moment profite aussi au pays d'accueil et au pays de provenance. D'accord. Vous êtes sur Radio Djena. Dans cette émission spéciale, nous parlons aujourd'hui de la migration clandestine avec l'ONG Afrique Immigration clandestine et développement qui exécute un projet à l'endroit des étudiants du Togo
pour les amener à comprendre que sortir du pays illégalement n'est pas bon pour eux-mêmes, pour leur développement et pour le développement du Togo. Et nous sommes aujourd'hui avec Arnaud Nadjombe Kondo, il est chargé de communication de l'ONG AICD, comme Iromé Glé, consultant également de cette organisation. Alors, par rapport à ce projet qui est à sa deuxième phase, cette année, combien de jeunes vous avez déjà touchés? Et il faut dire qu'on a touché des milliers, hein. On a touché des milliers de... Parce que lors de la première phase, la salle de Confucius était bondée. Oui, elle était pleine. Elle était pleine. Même, il y avait des gens dehors et son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne était même là, il était présent. Et ça a été bondé. Et à Kara aussi, c'était pareil, hein, c'était pareil. Même lors de cette deuxième phase aussi, c'était pareil. Donc, on a touché énormément de jeunes et la plupart après ces conférences, on a aussi des retours de ces jeunes qui nous écrivent aussi pour demander de l'aide, ou bien des conseils pour voir comment est-ce qu'ils peuvent se prendre pour leurs différents projets de voyage. Donc, ça a été une réussite pour la première phase. Donc, c'est la deuxième phase sur laquelle nous sommes porte aussi déjà ses fruits parce que lors de notre conférence à Kara, il y a un jeune qui nous a interpellés dans la salle. Il nous disait que lui aussi, il avait un projet de voyager pour le Canada. Mais c'était quelqu'un qui l'avait approché pour lui dire qu'il a un tuyau, comme on le dit. Oui, j'ai quelque chose, quoi. J'ai quelque chose pour toi. Vraiment sûr. Oui, qui est vraiment sûr. Le jeune là, c'est un jeune qui est en lettres modernes, je pense, si mes souvenirs sont... Et là, il nous dit que ce qu'on vient de faire, ça l'a beaucoup interpellé. Il va encore pousser plus la curiosité pour voir est-ce que ce que cette personne lui propose, est-ce que c'est vrai. Donc, il faut dire que cette deuxième phase aussi porte déjà ses fruits. Alors, vous avez la première phase, c'était dans les universités publiques, Lomé et Kara. Oui. Maintenant, la deuxième phase, combien d'écoles privées, d'écoles supérieures privées vous comptez toucher ou bien vous avez déjà touché? Oui, en fait, on l'a fait 2 instituts privés pour le moment parce que le contexte sanitaire aussi ne le permettait pas. Avec la crise sanitaire. Il y a d'autres instituts qui étaient un peu hésitants pour ne pas déroger un peu à la règle des mesures édictées par le gouvernement. Donc, on l'a fait au niveau de l'ISC Madonaï de Nukafu et dans à Lomé. Oui, à Lomé. Et dans un institut aussi à Sokodé, ISTEM, et un institut privé aussi à Sokodé. Donc, c'est le contexte sanitaire qui nous bloque un peu. Qui vous freine un peu. Qui nous freine Maintenant, un peu. est-ce qu'il y a d'autres établissements supérieurs à visiter également? Oui, il y a d'autres établissements, il y a d'autres qui nous ont promis de nous appeler après. Mais nous avons aussi anticipé ça, où nous avons lancer une formation en ligne aussi. D'accord. Pour les informer sur... actuellement, il y a plus d'une centaine d'étudiants qui sont actuellement sur la plateforme. Comment on s'inscrit sur cette plateforme justement? La plateforme, il suffit de nous écrire sur notre numéro WhatsApp, le 92 60 36 82. 60 36 82. Oui. Plus 828 92 60 36 82. Oui. Et vous pouvez envoyer les informations. Il faut dire que pour cette formation aussi, nous formons aussi les jeunes sur l'entrepreneuriat. D'accord. Parce que souvent on ne peut pas venir dire de ne pas faire ceci, mais on ne propose pas de solution. Qu'est-ce que vous proposez en retour? C'est ça, donc nous lançons. Et la formation, elle est gratuite. Et c'est une formation sur l'entrepreneuriat où on recense aussi les divers programmes du gouvernement. Et là, on établit aussi les profils. Ceux qui adhèrent à cette plateforme voient les profils. Est-ce que je suis éligible à ce programme? Si je suis éligible, je postule pour que je puisse bénéficier de ce programme. Votre lutte, c'est que les jeunes ne quittent pas dans la clandestinité. Aujourd'hui, quelles sont les opportunités quand un jeune décide de partir dans la légalité? Oui, les opportunités donc existantes. Dans la légalité, c'est-à-dire vous luttez contre l'immigration clandestine, mais quand même vous voulez les amener à sortir dans la légalité. Quelles sont les opportunités quand je décide de voyager avec tout en règle et tout? Beaucoup d'opportunités, Edwige, il y en a beaucoup. Et vous voyez, si nous prenons rien que le campus France aujourd'hui, et
l'Institut Goethe, qui sont des cadres formels mis en place pour les étudiants, promouvoir donc l'établissement donc des visas d'études pour faciliter. Voyez? Donc c'est des opportunités, pas des moindres, parce qu'aujourd'hui un étudiant qui a son certificat, donc qui prouve qu'il maîtrise bien la langue allemande, aura certainement forcément donc des facilités en termes d'obtention de visa auprès de l'ambassade d'Allemagne, parce qu'une fois arrivé sur terre allemande, donc son insertion socio et professionnelle donc ne sera plus un grand problème. Et donc, vous voyez, c'est ça aussi le souci. Et quand nous prenons le Campus France, c'est pareil. Quand on envisage avoir une admission donc dans une université française ou bien dans le Schengen, l'espace Schengen, il faut nécessairement réunir donc les conditions. Donc avoir le bac, et quand on est déjà inscrit donc, dans une université ici sur place, il faut quand même que l'étudiant fasse ses preuves. Donc qu'il prouve qu'il est un étudiant, un bon étudiant, qui puisse y aller étudier effectivement. Ouais, donc il faut nécessairement que les étudiants comprennent qu'aujourd'hui, ils doivent bien planifier ce projet en se préparant, en promouvant l'excellence. Aujourd'hui, je pense que ces programmes n'enrôlent pas n'importe quel étudiant. Quand on n'élimine pas, on est inscrit à OLMD ici, on a plusieurs matières qu'on n'a pas éliminées. On ne peut pas, à côté de ça, vouloir aller avec ces reliquats-là, qu'on traîne derrière. Il faut avoir de bons résultats pour envisager. Il faut vraiment avoir donc une bonne moyenne de mention qui puisse faciliter, ouvrir cette porte. Donc, pour me résumer, il y a des conditions qui, a priori, semblent difficiles, mais pas impossibles. D'accord. Il suffit seulement de s'informer davantage sur ces conditions, de se préparer, parce qu'il faut projeter ça. Donc, il ne faut pas improviser. Voyez, il faut le projeter et par conséquent se donner les moyens pour se conformer, remplir les conditions et aller obtenir le visa pour voyager légalement. Tranquillement. Oui, pour ajouter quelque chose, c'est qu'il y a un petit souci aussi pour nous les jeunes, parce que je m'incorpore dedans. Tous on est dedans, oui. Oui, je suis dedans. Et c'est que nous n'allons pas vers les informations. C'est ça le problème. Parce que nous les étudiants, parce qu'on ne finit jamais d'apprendre, parce que moi je continue par étudier. L'autre fois, j'ai un ami qui étudie en île Maurice. Et il m'envoie par WhatsApp une note de la DBS, la Direction des bourses et stages du Togo, qui donne sur une bourse qu'on octroie aux étudiants togolais pour la Russie. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est en île Maurice. Qui a cette information. Il y a eu d'autres bourses également qui ont été lancées à l'université de Lomé pour l'extérieur. Oui, c'est quelqu'un qui est en île Maurice qui m'envoie l'information. Mais celui qui est en Togo n'a pas l'information. Je n'étais pas au courant, vous voyez. Donc c'est ça, il faudrait qu'on aille vers les informations. Oui, au-delà de ça c'est la préparation nationale, le local. Mais quand on arrive maintenant à l'extérieur, quelles sont les opportunités quand on arrive légalement? Oui, le problème c'est que il y a il faut savoir une chose. L'autre fois, il y a un enseignant qui me disait, vous savez, je cite ce qu'il dit, vous savez, l'Occident n'a pas besoin de ceux qui ont des masters en mathématiques, en médecine, en philosophie, en physique. Ils n'ont pas besoin de ça, parce qu'ils ont déjà ça là-bas. C'est ce qu'il me disait. Donc, pour voyager, il faut d'abord préalable voir les opportunités ou bien les secteurs qui emploient dans les pays de destination. Vous voyez. Donc, vous ne pouvez pas dire aujourd'hui, je veux voyager. Par exemple, si on prend l'exemple du Canada. Le Canada est reconnu pour prendre des gens qui ont une formation professionnelle. Donc, vous qui avez c'est vrai que bon... Ce que vous savez faire. Ce que vous savez faire. Le besoin, la main d'œuvre. Le besoin, la main d'œuvre, c'est ça. Et je dis aussi, cet exemple-là, lors de notre première phase, il y a l'ancien directeur général de la NPE, M. Amoussou, qui nous racontait que lors d'un entretien,
il nous racontait que lors d'un entretien, il avait reçu un étudiant. Il avait reçu un étudiant qui avait un master en philosophie à Lomé ici. Il s'est inscrit à l'ANPE et c'est là il a proposé une formation professionnelle en boucherie. L'étudiant en master l'a accepté faire cette réinsertion professionnelle, cette réorientation plutôt, pour voyager sur le Canada. Donc ce sont des opportunités là que ceux qui désirent voyager doivent saisir ou bien doivent comprendre. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas dire que je vais dans ce pays, mais je ne sais pas au préalable les secteurs qui recrutent. Donc, c'est un peu ça. C'est pour ça que je dis, il faut d'abord s'informer. Avoir l'information avant de commencer. Avant de commencer. C'est-à-dire, je vais... Parce qu'aujourd'hui, nous avons la possibilité de faire de faire des recherches. Avec, par exemple, c'est vrai que c'est pas permis à tout le monde. Avec 200 mégas, bien 50 mégas, vous allez sur Google. Vous cherchez, vous trouvez. D'accord. Alors, quels sont les résultats que vous attendez à l'issue de ce projet qui est à sa deuxième phase? Et plusieurs résultats sont attendus, et entre autres en termes d'étudiants informés sur le sujet ou de jeunes. Et nous voudrions que au moins qu'on puisse en avoir jusqu'à 200 000 jeunes, y compris étudiants majoritairement, voyez, mais les autres jeunes aussi ne sont pas exclus. 200 000 jeunes touchés par vos actions. 200 000 jeunes touchés. Donc, en termes de cibles directes et indirectes. D'accord. Voyez, en termes de bénéficiaires indirects. Maintenant, et c'est la raison pour laquelle les canaux de sensibilisation, de communication sont diversifiés. Nous sommes peut-être plus de dizaines d'émissions déjà, 13 ou 14 émissions, et de Lomé à Kara, et notamment sur les médias, les audios et les médias visuels, les télés notamment. Donc, c'est justement pour arriver à impacter un grand nombre de bénéficiaires. Maintenant, en dehors de ça, nous voudrions également que les jeunes, les étudiants soient informés. Donc, au minimum, 5 000 à 10 000 étudiants soient informés sur, par exemple, les opportunités existantes en matière de tout emploi ici au Togo. Vous voyez, il y a pas mal de facilités, comme je l'avais dit, mais aussi faut-il que les jeunes sachent comment s'y prendre pour pouvoir capter ces opportunités. Donc, c'est aussi l'occasion à travers de ce projet, comme l'a si bien souligné mon collègue Kondo. Donc, c'est pourquoi le projet a jugé nécessaire d'inscrire donc sur la plateforme donc un module de formation, notamment sur la création d'entreprises, les techniques de création, les techniques d'élaboration de plans d'affaires bancables pour pouvoir disons, accéder à un financement, pour pouvoir bénéficier aussi d'un accompagnement au niveau de l'État. Donc, au finish, il faut que les jeunes soient quand même outillés pour être à même d'évoluer, de créer donc leur propre emploi et d'évoluer pour leur propre compte. D'accord. Alors, pour finir, on sait qu'on est en train de dire quelque chose qui est important, c'est-à-dire ne pas sortir clandestinement ou bien dans l'illégalité, mais partir dans la légalité. Oui. Mais au-delà de ça, rester aussi est important. Oui, rester. Et quel est le message à ce niveau pour finir? Rester, nous on dit toujours, si vous voulez voyager légalement, mais dans le cas contraire, rester ici pour entreprendre quelque chose. Parce que ça ne sert à rien d'aller perdre sa vie dans des mers profondes, subir des violences pas possibles dans le désert, mais on peut rester ici. C'est vrai que le contexte est difficile, et c'est difficile pour tout le monde. Et on peut rester ici pour faire quelque chose. C'est vrai. Le problème aussi, c'est que c'est nous-mêmes, nos propres jeunes frères, nos propres jeunes sœurs qui créent ce phénomène d'un côté, qui crée ce phénomène de migration clandestine. Ouais. Parce que vous savez, on a tous dans des quartiers où on a des gens qui ont voyagé, ils reviennent, vous voyez l'image qu'ils donnent. Ils donnent l'image de tout est bon, tout est bon, alors que la personne subit des choses pas possibles là-bas. Qu'elle ne peut pas vous dire. Qu'elle ne peut pas vous dire. Donc, c'est pour ça que je dis
à nos frères, à nos sœurs qui sont actuellement en Occident, dites la vérité. Dites-nous la vérité. À vos frères qui sont au Togo, donc, au pays. Oui. Mais pour revenir un tout petit peu sur les résultats attendus, nous aimerions aussi que, à la fin de... Parce que vous savez que parfois les pays occidentaux restreignent aussi les visas pour les pays qui ne font pas d'efforts pour lutter contre l'immigration clandestine. Oui. Donc on n'aimerait pas que le Togo soit taxé sur la liste. Sur cette liste noire-là de ces pays occidentaux. Donc on aimerait que si ceux qui veulent voyager légalement obtiennent facilement et le visa ou bien les papiers. Ça sera beaucoup plus facile pour les autres. Et il faut dire que les cibles, on touche aussi les cibles. Ça, il faut le dire parce que depuis mai 2021, c'est-à-dire la deuxième phase, la page Facebook de l'ONG a pris plus de 500 abonnés. Donc ça veut dire qu'il y a une évolution. Il y a une évolution. Merci beaucoup Nadjombe Arnaud d'avoir accepté l'invitation. Merci aussi pour votre riche plateau et merci. Ça a été un plaisir d'échanger avec vous. C'est un plaisir également. Comme Romegle, merci à vous également. C'est plutôt nous qui vous remercions pour votre accueil. Je rappelle que vous êtes consultant et vous êtes chargé de communication de l'ONG Afrique Immigration Clandestine et Développement. Chers auditeurs, vous l'avez compris, pour vous déplacer, prenez la voie légale. Et si vous n'avez pas l'information, vous pouvez contacter l'ONG sur le plus 228 92 60 36 82 pour avoir d'autres informations ou bien accéder à leur formation et sensibilisation. Je suis Edwige Bodi Apedo. On se donne rendez-vous très prochainement pour d'autres informations, bien d'autres sujets concernant l'actualité. D'ici là, portez-vous bien et joyeuses fêtes à vous. Bonne année 2022.